Depuis 31 ans, le Salon Azimut s'est donné entre autres objectifs de permettre aux lycéens de rencontrer des professionnels afin de découvrir des métiers, d'élargir leurs horizons et de les aider à construire des projets d'avenir argumentés. Comment choisir un métier quand on en a une idée approximative ou qu'on ne le connaît pas? La rencontre avec un professionnel permet d'approfondir la connaissance de profession en confrontant les représentations qu'on en a à la réalité de la pratique d'une personne. La situation sanitaire exceptionnelle a obligé l'organisation Azimut à s'adapter en organisant des rendez-vous filmés pendant lesquels des professionnels présentent leur activité, les objectifs de leur activité, les compétences nécessaires et tout ce qui va mobiliser la personne pour réussir dans son métier. Bonjour Maxime, vous allez aujourd'hui nous présenter le métier de ingénieur en développement logiciel. C'est ça. Oui. On parlera donc de votre parcours, non pas professionnel, mais de formation. On parlera aussi des activités qui occupent vos journées et de l'objectif aussi de votre métier, éventuellement du plaisir que vous en retirez. D'accord. Donc on va commencer par votre parcours scolaire. Comment êtes-vous arrivé à ce métier d'ingénieur en développement logiciel? Bonjour Frédéric, et merci pour l'accueil. Donc pour devenir ingénieur en développement logiciel, j'ai d'abord fait un bac général filière S, donc mathématiques, physique, physique-chimie, biologie. Ensuite 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles, donc filière maths-physique, et ensuite 3 années d'école d'ingénieur. J'ai fait Centrale Lille et une spécialité en dernière année en automatique, donc pas forcément en informatique, mais j'ai rattrapé l'informatique ensuite dans le milieu professionnel. D'accord, ouais, d'accord. Ok, bon, c'est un parcours intéressant quand même, hein, et très scientifique. Oui, très scientifique, avec beaucoup de matières, et c'est sur la fin que je me suis décidé et que je me suis orienté progressivement vers l'informatique, parce que durant tout le parcours, c'était vraiment plein de matières différentes, mécanique, électricité, électronique, et donc le choix s'est fait, je dirais, tardivement. Mais c'est grosso modo quand même beaucoup des sciences qui m'ont toujours passionné au fil des études. D'accord. Si je comprends bien, vous avez entamé vos études sans savoir vraiment que vous seriez un jour ingénieur en développement logiciel? Non, pas du tout, parce que je me rappelle très bien, lorsque j'étais lycéen, je voulais faire prof de maths, et donc finalement... Ah oui, d'accord. Voilà, donc j'ai changé de... Ce qui peut encore arriver, vous êtes assez jeune. Ce qui peut toujours arriver, mais effectivement, le parcours se construit petit à petit, et donc c'est en goûtant un petit peu à chaque matière qu'on arrive à dire ça m'intéresse plus, etc. Et puis c'est aussi ce qu'on fait après professionnellement qui peut permettre des réorientations petit à petit. Ce que j'entends aussi dans votre parcours, c'est que vous avez gardé l'esprit ouvert pendant toutes vos études, ce qui fait que vous avez pu faire autre chose que ce que vous aviez prévu. Oui, bien sûr. Oui. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient. Tout ce qui tourne autour des sciences, évidemment, et finalement, également l'intelligence artificielle, qui en ce moment connaît pas mal de bons, mais disons que lorsque j'étais en études il y a une dizaine d'années, on en parlait beaucoup moins, et ça m'avait toujours intéressé, et puis c'est aussi pour ça, je pense que je me suis dirigé vers l'informatique. En dernier recours, finalement. D'accord. Bien, alors vous allez nous raconter maintenant que fait un ingénieur en développement logiciel tous les jours. Parce que nous, on utilise beaucoup les logiciels, mais finalement, on ne sait pas trop comment ça se construit. Donc vous allez nous l'expliquer. Alors, ce que je fais chaque jour chez Thales, c'est donc la plupart du temps devant un ordinateur, bien évidemment, devant mon bureau. On conçoit et on écrit le code qui va permettre de générer un logiciel. Donc, les logiciels sont chez Thales destinés à permettre de manipuler les systèmes que l'on conçoit. Donc, à Brest, on est spécialisé dans les radars et les sonars, et donc le logiciel va venir s'intégrer sur l'équipement et va permettre d'afficher les informations que l'équipement fournit, et puis également de contrôler. Donc l'opérateur va pouvoir avoir pleine capacité dans l'utilisation de son système. Tout comme lorsqu'on a un tableau de bord, pour reprendre un exemple plus simple, sur une voiture,
eh bien, le tableau de bord permet de mettre de la musique, permet de régler la clim, permet de faire plein de choses. Voilà, tout ça, c'est des aspects logiciels. Et donc, chaque jour, on passe du temps à développer chaque nouvelle fonction, donc à écrire des morceaux de code comme une sorte de brique de Lego. On vient dire, voilà, je vais pouvoir proposer à l'utilisateur telle nouvelle fonction, et il faut que derrière, lorsque l'utilisateur clique sur un bouton, il faut que ça fasse quelque chose, il faut que ça ne plante pas, il faut que ça bug pas, et il faut que ça marche in fine. Bon, et vous êtes aidé. Comment vous apprenez l'écriture des logiciels? Parce que c'est quand même assez... pour moi qui suis naïve dans ce domaine, comment on écrit un logiciel? C'est des codes, mais lesquels? Je ne demande pas d'aller trop loin, mais c'est juste expliciter aux jeunes ce que ça peut être un code, parce que je ne crois pas qu'ils sachent tous. Hein. D'accord. Donc, il existe différents langages, comme par exemple, on aurait la langue française, la langue anglaise. Là, on a plusieurs types de langages. Moi, je suis spécialisé en Java. C'est une langue, un langage de programmation assez courant. Vous entendrez sûrement aussi parler du Python, par exemple. C'est les langages en ce moment qu'on peut étudier peut-être à l'école, qui sont à la mode. Donc, on a une syntaxe à respecter pour pouvoir donner des instructions à la machine en disant « je veux faire telle chose, telle chose, telle chose ». On a une syntaxe à respecter. On a des outils qui nous permettent de vérifier que tout ce qu'on écrit est conforme à cette syntaxe. Donc c'est ce qui s'appelle l'étape de compilation. Et ça va générer sur l'ordinateur un code qui va pouvoir être exécuté et qui va pouvoir rendre les fonctions qu'on a travaillées. Et l'école d'ingé vous a appris, parce que ce langage, c'est comme la langue française, vous l'apprenez, j'imagine. Donc c'est à l'école d'ingé que vous l'avez apprise ou... Alors à l'école d'ingé, on avait des bases là-dessus. Donc on voit les grands concepts de la programmation. Et puis après, ça s'apprend au fil de l'eau, avec des livres, avec beaucoup Internet également, parce qu'il y a plein de gens en fait, qui développent dans le monde, et on a beaucoup d'informations lorsqu'on rencontre des problèmes qu'on peut aller piocher sur Internet pour résoudre des problèmes. Donc le matin, quand vous arrivez, le premier travail, c'est d'ouvrir son ordinateur. Oui, on commence comme par tout là, le monde, remarquez. Comme beaucoup de monde, c'est pas uniquement lorsqu'on fait du développement logiciel qu'on travaille sur l'ordinateur. Vous pouvez nous décrire un peu une journée, sans rentrer dans des détails précis, mais en quoi consiste la journée d'un ingénieur finalement? D'accord. C'est vrai que la plupart du temps, on va rester devant l'ordinateur. Donc, typiquement, les tâches qu'on va exécuter, c'est comprendre le besoin de ce qu'on doit réaliser. Donc, on va peut-être discuter avec une personne qui était en interface avec le client et qui a compris ce que le client demande. Donc, on va avoir une étape de restitution, de compréhension. Ensuite, à partir de là, on va faire des schémas au tableau avec des collègues pour dire comment on réalise cette fonction. Donc on discute, on échange sur la manière de réaliser. Parce que si je reprends ma métaphore des briques de Lego, en logiciel, on a une infinité de briques de Lego puisque tout est virtuel, entre guillemets. Bien sûr. Et donc la question, c'est de réussir à faire ce qu'on nous demande. Donc comment on va les assembler, comment on va faire quelque chose qui marche in fine. On en discute, on trouve la meilleure architecture, le meilleur design. Et puis ensuite, on repart, on va dire, chacun un peu dans son coin, et on vient passer 1 heure, 2 heures à écrire des lignes de code qui vont permettre de réaliser cette fonction. Et ensuite, il va falloir tester, c'est-à-dire exécuter le programme qu'on a écrit. Et bien évidemment, la première fois, on n'a pas tout bon. C'est comme si on écrivait une dictée et la première fois, on n'a pas 20 sur 20. Donc, on va devoir, en jouant avec le programme, on va se rendre compte que certains codes n'ont pas été prévus, qu'il y a des bugs, etc. On va revenir sur ce qu'on a écrit, on va corriger. Et in fine, lorsqu'on sera content, on pourra dire, voilà, j'ai réalisé cette fonction. Alors, des fois, ça prend une journée, des fois, c'est sur une semaine, lorsque, en fait, on a besoin de construire un Lego assez grand. D'accord, en fait, c'est la taille du Lego qui va déterminer le temps qu'on y passe. C'est ça. Et puis, petit à petit, il faut imaginer que, en fait, on construit de plus en plus de choses et qu'on vient rajouter tout ça dans un produit complet. C'est pas en une journée qu'on fait une voiture, et c'est pas forcément non plus en une journée qu'on va faire un logiciel. D'accord. Tout dépend de la tâche à réaliser, de la complexité. Il faut vérifier aussi que tous les blocs fonctionnent ensemble, j'imagine. Fonctionnent bien, voilà, c'est ça. Et puis, souvent, on a chaque bloc qui peut fonctionner bien à part entière, lorsqu'il est pris tout seul, et lorsqu'ils vont être assemblés pour constituer quelque chose de plus vaste, là on va à nouveau avoir des petits soucis à régler, des ajustements à faire pour que l'ensemble fonctionne bien. Donc des recherches sur Internet, comme vous le disiez, pour essayer de trouver la meilleure... D'accord. C'est très complexe, ça. Oui, on n'imagine pas, mais effectivement, en fait... ça demande beaucoup de raisonnement, d'abstraction, de réflexion.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le monde virtuel, entre guillemets, l'informatique, on peut vraiment créer des choses vraiment très complexes et très infinies parce qu'on n'a pas de limites, les limites physiques qu'on peut avoir. Lorsque, si j'avais par exemple fait de la mécanique et puis si j'étais devenu ingénieur vers des aspects, vers des choses plus mécaniques, on a toujours des contraintes, les rouages. Alors qu'en logiciel, on est vraiment beaucoup plus libre. Et c'est cet aspect-là aussi qui m'a plu dans ce métier. D'accord, c'est une créativité totale finalement. Finalement, oui, on n'a pas l'impression, mais derrière un métier qui est scientifique, qui est technique, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup dans mon métier et ce qui me plaît tous les jours, c'est cette inventivité qu'on peut avoir, cette créativité. On a toujours des problèmes à résoudre, on doit aller vers une fonction, on doit produire quelque chose qui va avoir une utilité. Et la question qu'on se pose toujours, et moi qui m'intéresse, c'est toujours comment je fais, comment je monte mon Lego, entre guillemets, pour arriver à faire ce qu'on me demande. Et là, on a vraiment une possibilité folle en termes d'innovation, entre guillemets, et de créativité. Et vous travaillez, alors j'ai compris que vous travaillez avec d'autres gens, donc ce sont d'autres ingénieurs, et vous avez aussi des techniciens qui vont restituer ce que vous avez construit. Enfin, j'imagine, vous travaillez en équipe ou pas? Ou vous êtes vraiment seul devant? Non, on travaille beaucoup en équipe parce que pour construire les logiciels dont on parle, donc des très gros logiciels qui vont très être complexes, qui vont être embarqués sur les avions de chasse, qui vont être embarqués sur les frégates, parce que avec les radars et les sonars, etc., on embarque tout ça là-dessus. On ne va pas réussir à développer tout seul. Il faut vraiment une équipe, voire deux, voire trois équipes pour réussir à faire l'ensemble des logiciels qui sont nécessaires à faire fonctionner le système. Et donc, du coup, on doit toujours se coordonner. C'est toujours des étapes de coordination. Des fois même, c'est être à deux sur le même poste pour faire le meilleur code possible parce que justement on a des contraintes à respecter ou des problèmes difficiles à résoudre et c'est les compétences et c'est le dialogue en fait avec plusieurs personnes qui va permettre de résoudre ces choses-là. L'intelligence collective est encore plus importante ici qu'ailleurs, je pense. D'accord. Vous en parlez vraiment très très bien. Et est-ce que vous avez d'autres tâches annexes qui sont relatives à votre métier d'ingénieur? Parce que des fois les ingénieurs peuvent encadrer des gens. Non, vous n'avez personne sous vos ordres non, pas directement, hormis des fois on encadre des stagiaires. D'accord. Voilà, on peut. Alors moi, j'ai pas une position où j'encadre des personnes, mais ça arrive effectivement plus avec des stagiaires ou avec d'autres ingénieurs qui font du développement logiciel. On a quand même des rôles, chacun un peu de leader dans l'équipe, chacun avec son domaine de compétences propre, et on va être amené à dire. Voilà, pour l'ensemble de l'équipe, la règle à suivre dans tel domaine, ça va être celle-ci. Donc on a quand même des phases de coaching, entre guillemets, de nos autres collègues, et puis réciproquement, en fait, on change. D'accord, oui, c'est une équipe à égalité, en fait, quelque part. C'est ça, mais avec des dominants par moment. Par personne. Bien, est-ce que vous avez d'autres tâches qui rentrent dans ce métier d'ingénieur développement Cela, vous en avez déjà beaucoup parlé, et bien parlé d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses à rajouter en termes de tâches En termes de tâches... vous avez à rendre compte, par exemple, à part de ce que vous faites, donc de la rédaction, des choses comme ça Oui, aussi. on peut être amené à rédiger des rapports, à lire les rapports des autres également, bien évidemment, à présenter en fait les performances, à essayer d'établir les performances des logiciels qu'on a produits. On a donc non seulement il faut réaliser telle ou telle fonction, mais il faut réaliser la fonction de manière la plus rapide possible. C'est-à-dire permettre par exemple à la machine de calculer 1000 calculs en très peu de temps, alors que donc des fois il y a des optimisations à faire, des performances à trouver. Donc on va non seulement produire le logiciel, mais aussi le tester, le valider, vérifier ses performances, donc en fait suivre un peu quels sont quel est le temps de calcul, quelle est la mémoire de stockage dont il a besoin, et si on a des contraintes, on va être amené à les améliorer. Donc effectivement, c'est un travail aussi d'équipe, on doit échanger avec beaucoup de gens, comme je l'ai dit au début, comprendre le besoin du client, et puis être capable de valider qu'on a bien répondu à ce besoin. Donc forcément, on a, mais ça c'est pas propre au métier, je pense, de l'ingénieur de développement logiciel, mais au métier de l'ingénieur en règle générale, travailler en équipe.
et savoir en fait valider ce qu'on fait, donc nos réalisations. Donc déjà, il y a l'étape de conception, la réalisation, et ensuite la validation qui peut prendre du temps, mais qui est le propre du métier d'ingénieur en fait. Tout à fait, oui. Écoutez, là vous avez vraiment, je crois qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que vous auriez des choses à rajouter déjà sur ce qu'on a déjà dit et que vous avez bien présenté ? Non, sur le métier en tant que tel, je pense que c'est déjà bien. Ouais. Et est-ce que vous auriez des conseils à donner à des jeunes qui envisageraient cette voie-là et qui peut-être doutent ou hésitent encore ? Alors, si j'avais... donc, ce qui m'intéresse vraiment dans mon métier, c'est vraiment cette capacité de... Enfin, c'est les défis intellectuels qu'il faut et les problèmes à résoudre. Chaque jour, donc se poser la question de comment je vais faire telle chose, etc. Donc toujours mon image de construction en Lego, c'est quelle est la meilleure manière de faire, et puis laissons libre cours aussi à son inventivité, à sa créativité. C'est vraiment ces aspects-là. Donc si les jeunes sont intéressés par ces aspects-là, ça peut être effectivement un bon métier que je pourrais leur conseiller. Ensuite, ce que j'ai envie de dire pour tous les jeunes, c'est que c'est pas facile effectivement de choisir son orientation. Vous avez pu voir que moi, au début, au lycée, j'étais pas du tout parti là-dedans. Donc en fait, il faut comprendre que ça se construit petit à petit, qu'il faut pas forcément raisonner en termes de matière scolaire, c'est-à-dire j'aime les maths, j'aime l'histoire géo, etc., mais plutôt en termes de qu'est-ce que j'aime faire au quotidien et qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me motive dans la vie de tous les jours. Est-ce que j'aime, par exemple, aider les autres et prendre soin des autres ? À ce moment-là, peut-être que la médecine ou ce genre de choses, ça peut être intéressant. Est-ce que j'aime comprendre comment telle ou telle chose technique fonctionne ? À ce moment-là, donc la science est une bonne solution. Etc. Donc vraiment, et des fois ça peut être via le biais des loisirs, via le biais des vidéos qu'on regarde sur YouTube par exemple, ou ce qu'on va regarder bientôt. C'est vraiment ce qui nous intéresse et ce qui nous anime. Et moi je suis vraiment content finalement de mon parcours, puisque j'ai trouvé vraiment quelque chose qui m'intéresse et tous les jours, et vraiment je n'ai pas l'impression quand je vais au travail que ça soit difficile, parce que je sais que je vais passer une bonne journée, que je vais avoir des défis à relever, que je vais avoir des collègues avec qui partager tout ça. Et du coup, je suis très contente de... Oui, une aventure tous les jours, quotidienne, d'accord. Et bon, je n'ai pas évoqué vos compétences, les compétences nécessaires tous les jours, mais bon, on les a comprises entre comment dirais-je, la réflexion, la créativité, etc., etc. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça. C'est ça, oui, il faut avoir la capacité de raisonner, alors en informatique encore plus, c'est de manière abstraite. Donc les mathématiques, effectivement, sont une discipline qui au lycée doit être bien comprise pour être capable ensuite de faire de l'informatique. Il faut également, on peut peut-être quand même le citer, c'est avoir des informations, enfin être assez bon en anglais, on va dire, parce que l'informatique c'est quand même quelque chose où beaucoup d'informations qu'on trouvera sur Internet est écrit en anglais. C'est le langage, je dirais, universel pour l'informatique. En tout cas, c'est vraiment très ancré. Et puis enthousiasme. L'enthousiasme que vous venez de nous faire partager. Bien, écoutez Maxime, je vous remercie vraiment de la participation à cet entretien qui probablement contribuera à une information bien plus précise des jeunes sur ce métier-là et à la bonne compréhension aussi de ce que vous faites, parce que je ne suis pas certaine que ce soit toujours bien compris. Écrire dans des langages abstraits, ce n'est pas toujours ce qui est cité comme première vocation chez les jeunes. Donc pour les jeunes, vous retrouverez toutes les vidéos et tous les entretiens sur la chaîne YouTube d'Azimut et aussi au salon Azimut qui a bien lieu le 21, 22 et 23 janvier et que vous retrouverez sous forme virtuelle cette année. Maintenant, je vous conseille aussi de compléter cette information par des recherches sur soit les sites des écoles, soit sur l'ODICEP concernant les formations dont parlait Maxime qui méritent quand même toute votre attention. Maxime, je vous remercie encore et je vous souhaite vraiment une belle journée.